Bonjour mes amis, est-ce que une nation peut être souveraine si chacun de ses membres ne l'est pas? Autrement dit, la souveraineté nationale peut-elle exister dans un système autoritaire où les droits fondamentaux, notamment les libertés essentielles, les libertés individuelles, ne sont pas respectées? Je vais vous dire pourquoi la franc-maçonnerie m'a appris à répondre à cette question et je vais essayer de vous expliquer ma réponse aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous présente mes excuses pour les conditions sonores de l'enregistrement qui sont peut-être un peu limites. Mais voilà, je suis en déplacement à Abbeville, comme vous le voyez, et donc je me balade avec un matériel allégé. On va tester. Et puis, je vous signale que vous pouvez désormais me retrouver sur mon Substack, sur Verag Substack. Sur un Substack qui s'appelle Verag Briefing. Je vous mets le lien où vous pouvez me retrouver en dessous là. Regardez, vous pouvez suivre mes publications, dont certaines sont gratuites, dont la plupart sont gratuites, sur ce Substack qui est un Substack personnel et qui n'engage pas le Courrier des Stratèges. Je maintiens évidemment toute mon amitié au Courrier des Stratèges, mais n'hésitez pas à l'avenir à me retrouver sur ce Substack. Je vais donc aujourd'hui vous parler de franc-maçonnerie et de vous expliquer en quoi une certaine branche de la franc-maçonnerie, moi, m'a à titre personnel appris à répondre à la question: est-ce que la souveraineté nationale peut être conçue sans souveraineté des individus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut prétendre qu'un pays est souverain lorsque les membres de ce pays, les citoyens de ce pays, ne sont pas libres, ne sont pas respectés dans leurs droits? Alors, voilà, je vous fais cette expérience, je vous fais ce compte-rendu d'expérience personnelle parce qu'il me paraît important. Moi, je ne fais plus partie de la franc-maçonnerie, mais j'ai été initié à la Grande Loge de France. J'ai dû être initié vers 2009, je crois, 2010, je ne sais plus très bien. J'y suis resté à peu près 5 ans, donc ça fait 10 ans que je ne suis plus franc-maçon, mais l'expérience maçonnique m'a beaucoup marqué, et elle m'a marqué de façon positive, et je voulais vous parler de cette positivité. Pourquoi? Parce que la Grande Loge de France, elle pratique une spiritualité, et oui, qui n'a rien à voir avec ce que les zinzins complot vous racontent sur la pédophilie, le pédosatanisme, etc. Tout ça, c'est de la boue inventée, remuée pour nourrir le neuroticisme d'un certain nombre de gens qui sont fragilisés psychiquement. La réalité, c'est que la franc-maçonnerie, c'est comme, au fond, l'Opus Dei. Ceux qui critiquent la franc-maçonnerie oublient souvent de parler de l'Opus Dei et de ses actions. Et donc c'est une entité humaine, collective, avec des personnalités très différentes et des libres arbitres très différents. La particularité de la spiritualité de la Grande Loge de France, c'est qu'elle part du principe qu'on ne peut changer la société qu'en changeant les individus, et que la meilleure façon de changer les individus, c'est de les initier au secret de la maçonnerie. Cette initiation, elle repose sur un travail individuel constant. Le principe de la franc-maçonnerie, c'est de chercher, c'est-à-dire de se poser des questions et d'être en permanence dans le doute et dans une démarche personnelle à travers le symbolisme notamment, ou l'analyse des symboles, ou la compréhension des symboles, d'être dans cette démarche de perfection individuelle, de perfection personnelle. Alors cette perfection, elle repose sur des techniques de réflexion, sur un doute généralisé et sur une conviction, c'est que au fond, il ne peut pas y avoir de vérité verticale, de vérité imposée, de vérité révélée. C'est pourquoi ceux qui vous disent les francs-maçons obéissent à tel truc, à tel machin, c'est une secte, tout ça n'a pas de sens, puisque la démarche à la Grande Loge de France, elle est de demander à chacun de chercher sa propre vérité avec un certain nombre d'outils qui sont fournis d'une certaine façon, proposés par la méthode symbolique. Mais ces outils, ce ne sont pas des grilles d'analyse toutes faites, ce sont des démarches, des éveils à un certain nombre de décisions. Moi, je ne veux pas de réflexion, de méthode, je ne vais pas trahir beaucoup de secrets, mais je veux dire, moi par exemple, j'ai planché lorsque j'étais franc-maçon. J'ai planché de mémoire, j'ai fait beaucoup de planches, mais j'ai planché sur la Lune, par exemple. Quel est le symbolisme de la Lune? J'ai planché sur les temples grecs. Quel est le symbolisme du temple grec? Et en quoi le symbolisme du temple grec nous pousse à
construire une réalité différente de celle qui existe ou à voir la réalité qui existe avec des yeux différents. La démarche maçonnique, c'est une démarche donc de perfection individuelle, c'est-à-dire une démarche qui pousse chacun à éveiller en lui des attentions, des réflexions, des doutes, des regards, et à voir le monde autrement pour le reconstruire autrement. C'est ça le principe de la maçonnerie. Et lorsque la maçonnerie explique qu'elle met en avant la perfection, beaucoup de symboles maçonniques sont des symboles liés à la perfection. Ils sont des symboles qui rejoignent d'ailleurs les symboles chrétiens. Par exemple, il faut 7 membres, 7 frères dans une loge pour qu'elle atteigne la perfection, et le chiffre 7 est aussi le chiffre de la perfection dans la religion catholique. Donc ceux qui font des guerres entre catholiques et francs-maçons, ça peut être des catholiques, mais en tout cas un franc-maçon n'est pas par principe en guerre contre le catholicisme. En revanche, ce que les maçons disent, c'est que le principe d'une vérité révélée, où on vous dit à un moment donné, tu n'as plus à chercher, la vérité est là, tu lis le livre et tu sais tout, et puis c'est réglé, ce principe de la révélation est fondamentalement contesté par la maçonnerie, et c'est pourquoi la maçonnerie est souvent qualifiée de luciférienne. C'est que la maçonnerie part du principe que la vérité, elle est dans l'esprit humain et pas dans une réalité extérieure qui lui est révélée un jour. Et donc c'est luciférien dans la mesure où chaque humain, pour les francs-maçons, est porteur d'une capacité à accéder à la vérité par ses propres moyens et non par les moyens d'une révélation extérieure. Pour la maçonnerie, la révélation extérieure est une négation de la liberté de penser, de l'autonomie de la pensée. Je ne dis pas que les francs-maçons ont raison, je dis que c'est leur vision du monde. Et je respecte tout à fait les gens qui ont une autre vision du monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont expliqué que les francs-maçons sont des cons, des salauds, des voyous, qui tiennent le pouvoir. Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec les autres sans les insulter et sans penser qu'ils ont forcément tort. Moi, je respecte tout à fait les chrétiens qui sont porteurs d'une foi en la vérité révélée, et je respecte tout à fait cette opinion. Je dis simplement que d'autres gens ont d'autres opinions, et que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec le principe du christianisme qu'ils sont à tuer ou à brûler sur place de grève. Voilà. Et qu'on peut tout à fait les respecter dans leur appréciation différente. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la franc-maçonnerie, c'est ce principe que une société doit être organisée autour d'esprits libres, de gens libres qui sont dans la recherche de la perfection individuelle, et que c'est comme ça qu'on améliorera la société, c'est en éveillant les consciences et en libérant les consciences et en cherchant des perfections individuelles ou des perfectionnements individuels. Donc il y a bien l'idée dans la maçonnerie que la souveraineté du peuple, elle procède d'une somme de souveraineté des individus. C'est-à-dire qu'une nation ne peut pas être libre si ceux qui la composent ne sont pas eux-mêmes libres, que donc il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale sans respect des libertés individuelles et donc sans démocratie libérale au sens où nous l'entendons. Et de ce point de vue, il y a des pays qui ont d'autres conceptions de la démocratie. La Russie, Poutine, le système russe a une conception des libertés qui n'est pas une conception libérale. L'Iran a une conception des libertés qui n'est pas une conception libérale. Voilà. En tout cas, une conception de la démocratie qui n'est pas la nôtre. L'Iran est une théocratie, la Russie est un régime globalement autoritaire qui participe de la logique de ce que le philosophe David Hobbes, c'était David, j'ai un doute sur son prénom, sur ce que le philosophe Hobbes écrivait en 1653, je crois, dans son Léviathan. C'est pour que le corps soit souverain, le corps de l'État soit souverain, eh bien, il faut sacrifier les libertés individuelles au besoin. C'est la conception hobbesienne dans le Léviathan de ce qu'est le corps social, c'est-à-dire que selon Hobbes, eh bien, les hommes sont dangereux par nature, et pour gagner la tranquillité publique, pour gagner la sécurité, ils se mettent ensemble dans une société et ils choisissent d'avoir un souverain qui leur impose des règles, qui donc restreint leurs libertés individuelles. Et ces libertés individuelles peuvent être restreintes autant que de besoin pour garantir la sécurité collective, même sans guerre, c'est-à-dire que pour éviter
la délinquance, etc. On va restreindre les libertés. C'est une conception hobbesienne. Et vous voyez bien qu'il y a chez un certain nombre de souverainistes, je vais mettre par exemple un Bruno Retailleau dans cette conception, cette idée très forte que l'état de droit, au fond, n'est pas intangible et que pour garantir la sécurité, eh bien, il faut accepter parfois de marcher sur les libertés individuelles et sur les droits fondamentaux des individus. Eh bien, cette idée-là, très hobbesienne, elle est dominante dans un système à la russe, dans un système poutinien, par exemple, et elle est incompatible avec notre conception de la démocratie libérale. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a dans la franc-maçonnerie plusieurs obédiences. Vous avez compris que, de mon point de vue, quand on est dans la spiritualité de la Grande Loge de France, on ne peut pas imaginer que la nation soit souveraine si les individus, pris un par un, ne le sont pas, et donc si leurs libertés sont contestées. Donc, pour un franc-maçon de la Grande Loge, de mon point de vue, la conception de l'état de droit développée par Retailleau est une conception illibérale et inacceptable. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, alors que la Grande Loge de France est plutôt considérée comme de droite, de centre-droit, par exemple, le Grand Orient de France, qui est réputé de gauche, a une vision beaucoup plus retaillienne de la réalité. C'est-à-dire que dans la conception du Grand Orient de France, d'abord, il n'est pas possible de faire, il n'est plus autorisé depuis 130 ans, je crois, au Grand Orient, de faire référence à un grand architecte de l'univers, qui est, pour la Grande Loge de France, la base du respect des libertés individuelles. C'est parce qu'il y a un grand architecte et nous devons retrouver individuellement le destin du grand architecte. Il y a un sens dans l'univers et nous devons nous perfectionner individuellement pour comprendre ce sens. C'est ça la vision de la Grande Loge de France. Eh bien, au Grand Orient de France, au contraire, il n'y a plus de référence déiste, comme on dit, déiste. Il n'y a plus de référence au grand architecte de l'univers et il y a l'idée qu'il faut assurer le progrès humain par le progrès social. Et c'est la démarche inverse de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France, c'est on va changer l'homme pour changer la société. Au Grand Orient, c'est on va changer la société pour changer l'homme. Pour que l'homme soit meilleur, on va changer de cadre social, on va adopter une logique verticale. C'est une logique qui est très proche, ce système verticaliste est une logique qui est très proche de la logique d'un Retailleau, la logique des conservateurs, la logique des autoritaires. Et de ce point de vue, il y a bien dans la maçonnerie un écho à ce conflit qui existe aujourd'hui entre les verticalistes qui considèrent que l'ordre doit venir d'en haut et qu'il faut changer la société pour changer l'homme, et les horizontalistes qui considèrent que, eh bien, il y a un ordre spontané dans la société qui est l'ordre des êtres libres et que cet ordre spontané marche mieux que l'ordre vertical et que donc il faut garantir les libertés individuelles pour garantir le progrès de la société dans son ensemble. Ayons conscience que le verticalisme qui dit au fond les individus passent après le groupe et que pour améliorer le sort des individus, il faut changer le groupe lui-même et l'ordre du groupe. C'est-à-dire on va changer par le haut et ça va ruisseler vers le bas. Cette idée-là, elle est de gauche comme de droite. Les conservateurs comme les socialistes la défendent. Et au fond, les spontanéistes, si j'ose dire, les libertariens, sont très seuls par rapport à la gauche, à la droite, parce qu'eux, ils disent, mais non, si on veut que la société change, il faut que ça vienne du bas, il faut que ce soit les individus qui garantissent le changement. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans mon passage dans la franc-maçonnerie, que j'assume, je le redis, je n'en suis plus, mais j'ai beaucoup appris dans la maçonnerie, c'est bien cette idée qu'un pays ne peut pas être souverain sans la souveraineté des individus, sans liberté individuelle. Et qu'au fond, la souveraineté d'un pays, c'est d'abord sa capacité à être gouverné par l'ordre spontané. Ça ne signifie pas qu'il ne faut plus d'État, hein. On ne va pas dire qu'il n'y a plus d'État possible, ça signifie simplement que l'État ne doit pas faire de frein inutile aux libertés individuelles et que l'état de droit est d'abord une sacralisation des libertés fondamentales, des droits fondamentaux. John Locke, dans son second traité du gouvernement civil, qui doit dater de 1692 de mémoire, John Locke, qui répondait au Léviathan, disait, eh bien, il y a des droits fondamentaux qui sont donnés à chaque individu dans l'état de nature, et ces droits fondamentaux, l'État ne peut jamais les remettre en cause. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée que, au fond, nos droits fondamentaux, ils sont donnés par Dieu, d'une certaine façon, par quelque chose qui nous dépasse,
Et ce que nous créons, à savoir l'État, ne peut jamais nous en dépouiller. Voilà. Je tenais à vous dire ça, et puis à vous dire que si vous voulez lire l'article qui va avec cette vidéo, lisez-le sur le Substack dont vous voyez l'adresse s'écrire sous cette image. Et puis merci de me suivre et à très bientôt.